Vous êtes-vous déjà senti comme ce héros qui sauve tout le monde autour de lui, mais qui oublie de se sauver soi-même, quand votre oui aux autres se transforme en un retentissant non à vos propres besoins? Si ce sentiment vous est familier, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abnégation, de cette face sombre qui ne mène pas à l'exploit, mais à l'épuisement émotionnel et au ressentiment. Et le plus important, nous verrons comment la philosophie antique du stoïcisme offre une manière étonnamment simple et élégante d'éviter ce piège. Je vous promets que vous verrez le mot « aide » sous un tout nouvel angle. Dès l'enfance, on nous enseigne que donner est une vertu. Partager, aider, faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et bien sûr, il y a une grande vérité là-dedans. La société repose sur l'entraide. Mais où se situe cette frontière invisible où le bienfaiteur se transforme en victime des circonstances? Quand l'aide apportée à autrui commence-t-elle à détruire votre propre vie? Et pourquoi tombons-nous si souvent dans ce piège, ressentant de la culpabilité à la simple idée de refuser? C'est précisément ce paradoxe que nous allons décrypter aujourd'hui. Alors, examinons le cœur du problème. Appelons cela le piège du bon gars. C'est un mécanisme insidieux dans lequel nous tombons avec les meilleures intentions du monde. Depuis l'enfance, on nous apprend qu'aider est noble. Et c'est vrai, mais personne ne nous explique où se situe la limite au-delà de laquelle l'aide se transforme en autosabotage. Au cœur de ce piège se trouve un puissant moteur, l'approbation sociale. Lorsque nous disons oui à la demande d'autrui, nous recevons une dose de compliments et nous nous sentons utiles. C'est agréable. Mais avec le temps, la peur de perdre cette approbation l'emporte sur le bon sens. Nous avons peur de paraître égoïstes, peur de décevoir, et cette peur nous pousse à sacrifier notre temps, notre énergie et même notre santé, simplement pour éviter tout reproche. Imaginez une situation typique au travail, il est 17 heures, vous avez presque terminé, et là, un collègue s'approche avec une demande. Un petit coup de main rapide pour ma tâche. Vous savez que ça va durer, vous avez vos propres plans, mais une pensée vous traverse l'esprit. Si je refuse, il va mal le prendre, on va me considérer comme un mauvais coéquipier. Et vous, en soupirant, vous restez. Scénario familier? Au final, vous êtes pressé comme un citron, et vos propres affaires et votre repos sont à nouveau reportés à plus tard. Et c'est ici que nous allons briser un mythe majeur. Prendre soin de soi, c'est de l'égoïsme. C'est absolument faux. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation nécessaire. Vous n'appelleriez pas égoïste un pilote qui met son masque à oxygène en premier sur lui-même, n'est-ce pas? Il le fait pour pouvoir ensuite sauver les autres. Prendre soin de ses propres ressources, c'est la même chose. C'est le fondement sans lequel vous ne pourrez être vraiment utile à personne. Mais parlons maintenant du coût invisible de ce dévouement sans limite. Et c'est bien plus grave qu'une simple fatigue que l'on dissiperait avec une bonne nuit de sommeil. Il s'agit du burn-out chronique. C'est un épuisement profond et corrosif qui vous prive de toute joie et de toute motivation. Quand le matin, on n'a plus la force de se lever, non pas par manque de sommeil, mais parce qu'un nouveau jour s'annonce, un jour où l'on devra encore répondre aux besoins de tous, sauf les siens. Avec ce burn-out vient son sombre compagnon, le ressentiment. Au début, il est silencieux, presque imperceptible. Mais avec le temps, il grandit et se mue en une irritation sourde. On commence à en vouloir à ceux que l'on a tant aidés, parfois au prix de tant de sacrifices. Pourquoi ne semblent-ils pas appréciés? Pourquoi prennent-ils si facilement vos sacrifices pour acquis? Ce ressentiment toxique empoisonne les relations et transforme l'aidant dévoué en un martyr silencieux. Mais la conséquence la plus terrible est sans doute la perte progressive de son identité. Imaginez une personne qui, à force de vivre pour les autres, en est venue à oublier complètement ce qu'elle désire elle-même. Elle connaît la série préférée de sa femme, sait exactement ce que son patron attend de lui pour un rapport, ou quelle sorte de céréales son enfant aime au petit déjeuner. Mais si on lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, à vous ?» il restera simplement sans voix. Dans son propre univers, cette question n'a plus de réponse. Son propre moi s'est dissous dans les besoins et les désirs des autres. C'est ici que le stoïcisme fait son entrée, mais pas tel qu'on le perçoit ou le dépeint souvent. Beaucoup croient que le stoïcisme consiste à devenir
un robot insensible, à refouler ses émotions et à afficher un visage de marbre. C'est pourtant une idée reçue tenace, une grave méprise. En réalité, le stoïcisme est un guide incroyablement pratique pour construire et protéger sa paix intérieure. L'idée maîtresse des stoïciens est d'une simplicité étonnante. Votre première et principale obligation est de prendre soin de votre propre esprit et de votre sérénité, pas de votre réputation ni de ce que les autres pensent, mais de votre centre de contrôle interne, votre forteresse personnelle. Pour mieux comprendre cela, penchons-nous sur une idée géniale des stoïciens. Il s'agit de ce qu'on appelle les cercles de Hiéroclès. Imaginez plusieurs cercles, comme des ondulations à la surface de l'eau après qu'une pierre y ait été jetée. Au centre même, il y a vous, votre esprit, votre corps, vos choix, c'est le cercle primordial. Le cercle suivant, c'est votre famille, vos proches, viennent ensuite vos amis et collègues, puis vos concitoyens et enfin, dans le cercle le plus extérieur, l'humanité tout entière. Et voici l'idée maîtresse, les stoïciens affirment que notre tâche est de constamment rapprocher les cercles extérieurs vers le centre, c'est-à-dire en prendre soin, faire preuve de gentillesse et d'empathie, mais ne jamais le faire au détriment de l'intégrité de votre propre centre. Si votre centre, votre moi profond, est détruit, épuisé et brisé, vous n'aurez tout simplement plus la force de prendre soin efficacement de quelqu'un dans les cercles extérieurs. Vous ne pourrez pas être un bon parent, un bon ami ou un bon collègue s'il ne reste rien de vous-même. Votre cercle intérieur est une source et elle doit être constamment alimentée. C'est une excellente philosophie, certes, mais comment l'appliquer concrètement quand la pression se fait sentir ici et maintenant? Pour cela, les stoïciens disposent d'un outil simple mais incroyablement puissant. On l'appelle la dichotomie du contrôle. Le terme peut paraître un peu technique, mais le principe est d'une simplicité élémentaire. Tout, dans ce monde, se divise en deux grandes catégories. La première, ce que nous pouvons contrôler. La seconde, ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui est réellement en notre pouvoir? Nos choix, nos jugements, nos actions. La décision de dire oui ou non, c'est là notre zone de responsabilité. Et ce que nous ne pouvons pas contrôler, presque tout le reste, la météo, les embouteillages et surtout les réactions et les émotions d'autrui, leurs ressentiments, leurs déceptions, leur opinion à notre égard. Et c'est ici que réside la clé de votre liberté. Nous nous sentons coupables parce que nous tentons à tort de gérer ce qui ne nous appartient pas, les émotions des autres. Reprenons l'exemple de votre collègue qui vous demande de l'aide ce soir. En appliquant la dichotomie du contrôle, vous vous demandez « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir, ici et maintenant ?» C'est votre décision qui est en votre pouvoir. Dire poliment mais fermement « Désolé, je ne peux pas ce soir. Reparlons-en demain matin, à tête reposée. » Et qu'est-ce qui n'est pas en votre pouvoir? Sa réaction. Il peut être déçu, voire fâché, mais cela relève de sa responsabilité, pas de la vôtre. Lorsque vous comprenez cela, dire non n'est plus un acte d'égoïsme, cela devient un acte de gestion rationnelle de vos ressources. Vous n'avez pas à porter le poids des émotions de tout le monde. Vous êtes uniquement responsable de vos propres décisions, celles qui sont prises en pleine conscience. Et c'est incroyablement libérateur. Et maintenant, le tournant le plus important et peut-être le plus inattendu de toute cette histoire. Nous avons tendance à croire qu'en nous sacrifiant entièrement, sans rien garder pour nous, nous devenons de meilleurs amis, de meilleurs parents ou de meilleurs collègues. Mais en réalité, c'est une illusion. Le stoïcisme nous ouvre les yeux sur une vérité simple. Une personne épuisée et vidée ne peut aider personne efficacement. Un pichet vide ne peut désaltérer personne. Quelqu'un qui s'est perdu ne peut montrer le chemin à un autre. En prenant soin de vous, de votre temps et de votre énergie, vous ne devenez pas égoïste. Vous préservez vos ressources, vous restez fort, lucide et véritablement utile aux autres, surtout lorsque c'est vraiment important. Le véritable exploit stoïcien n'est pas de se consumer jusqu'à l'épuisement en voulant éclairer le chemin de tous. C'est plutôt de préserver avec soin son feu intérieur afin qu'il puisse continuer à éclairer et à réchauffer les autres, pour très, très longtemps. Alors,
La leçon essentielle du jour est la suivante. Le sacrifice de soi est un outil puissant, pas une fin en soi. Utilisez-le avec sagesse, comme l'enseignaient les stoïciens, et vous pourrez aider les autres sans pour autant perdre la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses et conseils. Et maintenant, une question pour vous. Vous est-il déjà arrivé de vous donner tellement que cela vous a épuisé? Quelles en ont été les conséquences? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble.